Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième et dernier webinaire consacré au métier de l'Europe. Ce webinaire s'inscrit dans le joli mois de l'Europe, une occasion unique de fêter l'Europe. Et ce webinaire est organisé par l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires. Souvenez-vous, deux autres événements ont eu lieu, un live et un webinaire aussi consacré au métier de l'Europe pour vous présenter toutes les carrières européennes et ils sont disponibles en replay sur la web TV europe-en-france-tv.fr. Allez-y après ce webinaire et jetez un œil, vous découvrirez toutes les richesses de métiers que peut apporter l'Europe. Aujourd'hui, pour parler des carrières européennes, j'ai avec moi Séverine Julan, Claire Delmas-Borderolles et Andrea Perilli. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous expliquer dans quelques instants quels sont vos métiers. En préparant ce webinaire, j'ai vraiment découvert que l'Europe offrait de nombreuses opportunités professionnelles. L'Europe est absolument partout, elle est sur notre territoire, elle est aussi en Outre-mer et grâce à cela, eh bien, on peut exercer des métiers pour l'Europe depuis notre département, de notre région ou dans des organismes privés. C'est ça toute la richesse de l'Europe. Vous allez justement dans quelques instants pouvoir nous présenter vos métiers, les passerelles pour finalement arriver au poste que vous occupez aujourd'hui et puis en quoi ça consiste finalement de travailler concrètement pour l'Europe. Séverine Julan, vous êtes donc directrice déléguée Europe au sein du Conseil régional de Guadeloupe. Bonjour Séverine Julan. Bonjour aux internautes. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Claire Delmas, vous êtes chargée de mission des fonds européens au sein du département des Pyrénées-Orientales et puis aussi par votre fonction, vous accompagnez des porteurs de projets. Vous nous direz cela dans quelques instants. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Et puis Andrea Perilli, un Italien, vous êtes chargé de mission à la préparation des programmes européens post-2020 au sein du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Andrea. Alors, bonjour Andrea, est-ce que vous nous entendez? Parfait. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. À la fin de ce webinaire, il y aura un temps d'échange avec nos trois intervenants. Ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions justement sur les carrières européennes que l'on peut mener en France ou en Outre-mer. D'abord, Séverine Julan, je le disais, vous êtes donc vous travaillez pour l'Europe, ça fait plus de 12 ans, mais vous avez un parcours plutôt atypique puisque vous avez une formation de chimiste que vous avez complétée par un 3e cycle en gestion et management que vous avez suivi en métropole et puis la Guadeloupe vous a happé à nouveau. Vous êtes revenu donc en Guadeloupe et cela fait 12 ans que vous travaillez au sein du Conseil régional de Guadeloupe. Vous avez occupé différents postes. Aujourd'hui, vous gérez les fonds européens pour la Guadeloupe, entre autres. Pourquoi avoir eu envie de travailler pour l'Europe? Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi c'est si stimulant? Alors, écoutez, Géraldine, j'ai toujours été passionnée par ce qu'on appelle le développement local territorial et toujours convaincue que ce développement territorial passe par ce triptyque très important, le triptyque homme, projet, territoire. Et les fonds européens sont vraiment un outil, au-delà d'un outil financier, c'est vraiment un outil au service de ce développement territorial puisqu'il permet à des hommes à des citoyens d'améliorer leur quotidien au travers de l'accompagnement non seulement de projets, mais aussi de financement d'équipements structurants qui permettent ce développement. Donc, c'est vraiment sans hésiter que j'ai saisi une opportunité au Conseil régional de Guadeloupe. À l'époque où les régions françaises expérimentaient la gestion des fonds européens, donc à la programmation 2007-2013. À l'époque, j'étais recrutée donc pour coordonner le Fonds social européen, qui est un fonds qui était destiné à financer la formation professionnelle et l'insertion. Ensuite, j'ai pu me positionner en tant que chef de service affaires européennes et là, j'ai pu brasser des questions un peu plus larges sur la gestion des fonds européens.
Donc jusqu'à aujourd'hui où nous sommes là en 2014-2020, donc sur une deuxième période de programmation, voilà, où j'occupe la fonction de directeur délégué Europe. Quel est notre métier aujourd'hui? Ben en fait, au sein du Conseil régional de Guadeloupe, nous portons la fonction d'autorité de gestion. L'autorité de gestion, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le maillon central dans la gestion des programmes européens en région. C'est elle qui va définir la stratégie d'utilisation des fonds, le pilotage financier des fonds, la sélection des projets, l'évaluation, la communication sur les programmes en eux-mêmes. Et c'est aussi une fonction très importante puisque c'est elle qui porte l'entière responsabilité juridique, financière et politique de la mise en œuvre de ces programmes européens sur le territoire. Donc un poste très varié, vous nous le détaillerez tout à l'heure un peu plus, mais en fait finalement on peut travailler pour l'Europe en n'ayant pas eu un concours ou en n'ayant pas fait des études européennes. Exactement. Nous avons des profils très variés. Il faut évidemment avoir ou s'intéresser aux questions communautaires, à la question de la gestion financière en elle-même, avoir des notions en droit communautaire, mais bien évidemment les profils généralistes à partir du moment où ils sont rigoureux, où ils ont le savoir-faire et surtout l'envie d'être au service des citoyens, avec une bonne base de formation universitaire, on peut tout à fait accéder aux différentes fonctions que l'on trouve au sein d'une autorité de gestion. Claire Dalmas aussi, vous en êtes la preuve puisque vous êtes un peu tombée par hasard sur les questions européennes. Vous avez une formation, un bac+5 d'ingénieur dans le traitement de l'eau. Et puis, pour valider votre formation, vous aviez dû faire un stage. Et à l'époque, le stage, il se trouve que vous l'avez fait au sein du département des Pyrénées-Orientales, qui était partenaire dans un projet européen à l'échelle méditerranéenne. C'est là, finalement, que vous avez découvert l'Europe et les carrières que l'on pouvait y mener. Qu'est-ce qui vous a plu? Effectivement, oui, j'ai connu les fonds européens grâce à mon stage de fin d'études. J'ai été directement plongée dans un projet de partenariat avec 5 autres pays européens, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, Chypre et la Slovénie. Donc, dans un domaine qui m'était connu, le traitement de l'eau. Donc, il a fallu rapidement se mettre dans le bain, apprendre à travailler en réseau, travailler en anglais, partager des expériences, des méthodes de travail, faire des rencontres et donc être mobile sur le territoire européen. Puis de notre côté purement administratif, il a fallu se mettre dans le bain du suivi administratif et financier de programmes européens, qui est quand même une lourde tâche. Clairement, ce stage de fin d'études a été pour moi un tremplin, une porte d'entrée pour me tourner vers ces métiers de l'Europe. Au-delà du côté formalisme et administratif des fonds européens, ce sont en fait de réels métiers de terrain avec des rencontres. Ce que l'on fait a du sens et donc on est là pour trouver des solutions de financement à nos projets de territoire et pour aider les porteurs de projets. Donc c'est comme ça que j'occupe maintenant depuis 7 ans un poste de chargé de mission des fonds européens régionaux au sein du département des Pyrénées-Orientales. Et on sent que ça vous anime et que ça vous enthousiasme. Rien qu'à votre sourire, même si c'est peut-être compliqué, en fait, en réalité, ce sont des métiers de terrain. Il faut passer outre un petit peu les idées préconçues qu'on peut avoir. C'est ça. Andrea, vous présentez, pour présenter rapidement votre parcours, vous avez fait un master de droit. Grâce à Erasmus, vous avez pu bouger à Lyon, en Angleterre, en Espagne, au Luxembourg. Bref, vous êtes un véritable globe-trotter. Puis, vous avez complété votre formation avec un master d'études administratives européennes au Collège d'Europe à Bruges. Sur vos 5 années d'études, finalement, vous en avez passé plus de 3 à l'étranger. Et aujourd'hui, vous êtes au sein du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour la direction Europe et rayonnement international. Comment, vous qui êtes italien, avez-vous pu travailler finalement pour l'Europe en France? Il y a des passerelles possibles?
on va essayer de régler ce souci. Du coup, on va revenir avec vous, Claire Delmas. Vous disiez que donc c'était un métier de terrain. En quoi véritablement consiste votre travail au quotidien? Vous accompagnez les porteurs de projets, donc c'est vous qui allez à leur rencontre? Donc en fait, je vais vous expliquer un peu au sein du département des Pyrénées-Orientales. Nous sommes une direction Europe et donc nous couvrons divers financements européens. Donc nous avons une cellule qui s'occupe des programmes de coopération transfrontaliers. Donc sur notre territoire, nous sommes éligibles au programme Interreg POCTEFA. Donc c'est France, Andorre, Espagne. Ensuite, nous avons une autre cellule qui s'occupe des programmes thématiques de la Commission européenne. On retrouve ici des programmes tels que j'ai pu découvrir lors de mon stage de fin d'études, avec des projets avec de gros budgets, plusieurs partenaires sur le territoire européen. Donc, il existe des dizaines, voire des centaines de programmes de ce type. Les plus connus sont par exemple Erasmus, H2020, LIFE. Et donc, en fait, nous avons une dernière cellule dans laquelle j'exerce, qui est consacrée aux fonds européens régionaux, et donc que l'on appelle aussi les FESI, Fonds européens structurels et d'investissement. Il y a 4 fonds, donc le FEDER, le Fonds de développement régional, le FEADER, le Fonds agricole de développement rural, le FEAMP pour les affaires maritimes et la pêche, et le FSE, le Fonds social européen. Donc, concrètement, j'accompagne l'ensemble des services du département dans la recherche de financement et dans le montage de dossiers européens. Donc ça, c'est en interne. Et en externe, j'accompagne également tous les porteurs de projets qui viennent me solliciter pour une demande de financement. Donc, en fait, c'est un appui indispensable pour aider les porteurs de projets et faciliter l'Europe. Donc, est-ce qu'il faut avoir quoi comme formation finalement? Il faut une formation de plutôt de juriste. Enfin, vous êtes la preuve que non, pas forcément pour recruter. Mais c'est quoi le meilleur profil pour gérer ces fonds et puis les porteurs de projets? Alors, moi, je pense qu'il n'existe pas de profil type. En fait, il faut juste avoir envie d'apprendre parce que il n'existe pas de formation précise sur l'Europe. En fait, on va apprendre la partie théorique, le fonctionnement des institutions européennes, les dispositifs financiers. Mais en fait, ensuite, on travaille sur des politiques qui sont en perpétuelle évolution. On travaille sur des programmes de financement qui sont de 7 ans. Donc, l'idée, c'est d'arriver à maîtriser ces outils réglementaires, administratifs et financiers. Mais en fait, il faut avoir envie d'apprendre et on apprend sur le tas. D'accord. Vous partagez ce point de vue, Séverine, aussi, on apprend sur le tas? Oui, tout à fait, on apprend sur le tas et je suis vraiment d'accord avec cette notion d'évolution des programmes, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des programmes qui viennent financer des stratégies de territoire, des stratégies régionales qui, elles, évoluent en fonction des besoins des citoyens, des politiques, etc. Et donc, il faut être très flexible dans sa manière d'appréhender son métier. Il faut être au service des autres, c'est clair. Un programme ne se développe pas si on ne fait pas d'accompagnement des porteurs de projets. Il faut être à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute des partenaires. Il faut communiquer. Enfin voilà, il faut avoir vraiment une posture d'être au service des autres, non seulement à l'extérieur, des partenaires extérieurs, mais aussi à l'intérieur, en interne de nos institutions, puisque finalement, nous nous rendons compte que nous travaillons vraiment en transversalité avec toutes les directions opérationnelles que vous allez retrouver au sein du Conseil régional. Il faut être aussi bilingue ou pas? Est-ce que c'est une qualité? Vous parlez toutes les deux d'être mobile, d'être à l'écoute, que ce soit Claire ou Delmas ou Séverine Julan. Est-ce qu'aussi il faut être bilingue ou pas forcément? Est-ce qu'il faut être bilingue? Alors, pas forcément, ça dépend des programmes sur lesquels on est évidemment. Nous gérons également du programme Interreg et là nous faisons de la coopération avec des pays de la Caraïbe qui sont à majorité anglophones. Donc, effectivement, accompagner des projets avec des porteurs de projets dont la langue première n'est pas la France, bon, il faut avoir quand même une compétence en anglais. Donc, sur des profils spécifiques, mais d'une manière générale, il faut quand même comprendre la plupart des documents de la Commission sortent d'abord en anglais, puis en français. Donc, pas forcément être bilingue, mais quand même avoir une bonne appétence pour les langues. Vous êtes d'accord, Claire Delmas, il faut aussi avoir une appétence, peut-être pas être bilingue, mais en tout cas être une appétence pour les langues.
Tout à fait. Je pense que pratiquer l'anglais, c'est un plus, notamment aussi si on se déplace à Bruxelles. C'est toujours un plus de pouvoir échanger avec d'autres partenaires, d'autres pays. Et plus largement, c'est vrai que si on veut se lancer sur des programmes de coopération, moi, par exemple, sur notre territoire, le programme Interreg POCTEFA, ce sera plutôt l'espagnol. Et là, si on parle espagnol, c'est un plus. Claire Delmas, pour tous les spectateurs qui nous écoutent, les internautes, il y a une diversité des métiers, on peut le voir avec vous, on peut le voir aussi avec Séverine, mais c'est aussi parfois un peu compliqué de s'y repérer dans finalement les postes que l'on peut occuper pour l'Europe. Comment est-ce qu'il y a des sites internet ou est-ce que il y a des liens que vous pourriez donner aux internautes qui nous écoutent pour justement se renseigner sur les métiers et les carrières européennes? Du coup, la plupart des fonds européens sont gérés par des institutions publiques. Donc déjà, je dirais s'intéresser aux emplois dans le domaine public. Il ne faut pas hésiter à consulter les offres d'emploi sur les sites tels que Emploi public ou la Gazette des communes. On a également de nombreuses ressources documentaires sur des sites tels que l'Europe en France ou chez nous l'Europe en Occitanie. Et également, je voulais parler des centres d'information Europe Direct qui agissent, eux, comme intermédiaires entre l'Union européenne et les citoyens au niveau local. Donc, il existe plusieurs points d'information Europe Direct sur le territoire national et donc dans chaque région. Donc le CIED, c'est ça? CIED, c'est ça. D'accord. Il constitue un réseau dont l'objectif est d'amener l'information européenne au plus près des citoyens. Et je pense qu'il serait intéressant pour nos auditeurs de se renseigner, d'aller voir peut-être à côté de chez eux le centre qui est au plus proche et prendre des renseignements sur ça, sur l'Europe et sur les métiers de l'Europe aussi. Quel conseil vous donneriez justement, au-delà de ces sites comme le CIED, quel conseil vous donneriez aux internautes qui nous écoutent pour travailler et s'engager pour l'Europe, Claire Delmas? Quel conseil? Il faut être curieux. Il faut avoir envie d'apprendre et de s'informer au jour le jour. Comme je disais, il n'y a pas de formation spécifique, donc il faut être curieux. Il ne faut pas se décourager parce qu'au début, ça peut faire peur. Quand on voit les textes, quand on voit les programmes de financement, ça peut faire peur. Mais faut pas lâcher. Et après, au quotidien, c'est du contact et moi, je trouve que c'est bénéfique, quoi. Et puis concrètement, on voit nos actions menées. En fait, on aide le porteur de projet. À la fin, on voit l'action qui est concrète, qui est sortie de terre. Et donc, c'est gratifiant au quotidien. Séverine, vous, quel conseil vous donneriez aux internautes qui veulent aussi travailler et s'engager pour l'Europe? Alors, c'est un véritable engagement. Effectivement, c'est un engagement de tous les jours. Comme je le disais tout à l'heure, il faut un véritable sens du service public, accompagner des projets, qu'ils soient petits ou grands. Il faut vraiment ne jamais baisser les bras et pouvoir surmonter tous les obstacles administratifs ou même de mise en œuvre que vous rencontrez. La satisfaction, elle est au quotidien. Effectivement, vous voyez concrètement ce que vous réalisez. Nous, dans nos programmes, par exemple, on finance le renforcement parasismique des écoles, collèges et lycées. Puisque nous sommes dans une zone à fort risque dans la Caraïbe, c'est satisfaisant de voir les milliers d'étudiants, de scolaires qu'on met à l'abri grâce à des projets qu'on a accompagnés. Donc c'est vraiment un engagement au quotidien pour une satisfaction au quotidien. Et la curiosité, je rejoins, la curiosité est très très importante puisque il faut aussi les meilleurs apporteurs d'affaires sont ceux qui gèrent finalement parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent mettre à profit des porteurs de projets qui eux parfois sont souvent perdus dans ces méandres des subventions et donc il faut vraiment être convaincu de ce qu'on fait et de ce que l'on peut apporter. Merci pour ces conseils qui sont précieux. Andrea, est-ce que cette fois votre micro marche? J'espère. Ah, voilà, bravo, enfin, ravie donc de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, je disais que vous travaillez donc au sein du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et vous êtes italien, donc comme quoi il y a des passerelles possibles, c'est ça, entre la France et l'Italie pour pouvoir travailler sur les questions européennes. Oui, il faut dire que la fonction publique française, y compris donc la fonction publique territoriale, est ouverte aux ressortissants des autres pays membres de l'Union européenne.
Il s'agit en fait d'un acquis très important d'ailleurs du processus d'intégration européenne qui permet donc la libre circulation des biens, des services et des personnes. Et donc, vous trouvez dans la fonction publique française des ressortissants d'autres pays membres de l'Union européenne. Et aussi, de la même façon, et ça peut être intéressant pour les participants qui nous écoutent, un Français ou une Française qui ont envie peut aussi travailler donc dans la fonction publique et gérer les fonds européens dans un territoire autre que celui français, dans un autre État membre. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut signaler aux internautes qui nous écoutent, c'est une possibilité à explorer aussi. Vous êtes chargé de mission à la préparation des programmes post-2020, des programmes européens. Ça consiste en quoi concrètement votre job? Oui, si vous me permettez, je vais très rapidement faire peut-être un contexte de fonctionnement des fonds européens pour mieux expliquer mon métier. En fait, tous les 7 ans, les fonds européens sont renouvelés parce qu'en fait, les programmes qui régulent ces fonds au niveau européen sont renouvelés tous les 7 ans et le budget même de l'Union européenne est renouvelé tous les 7 ans. Et d'ailleurs, c'est actuellement, entre 2021 et 2027. Voilà, on est dans cette période charnière, bien sûr, entre 1420 et 2127, et c'est dans ce contexte, bien sûr, qu'il y a plusieurs conseils régionaux, donc qui sont les autorités de gestion du FEDER, en particulier en France, ont fait le choix de recruter des chargés de mission pour les aider en fait à animer et coordonner cette démarche de mise en place des nouveaux programmes 2021-2027. Donc, mon métier, on pourrait dire qu'en fait, il a 3 volets principaux. Un volet déjà d'animation et coordination de la démarche, un volet plutôt d'appui et expertise technique, un volet plutôt de communication et aussi de relais avec les institutions européennes et les instances nationales. Je vais très rapidement décrire peut-être ces 3 volets pour donner un peu l'idée des tâches qui quotidiennement en fait on est appelé à faire parce que je travaille en binôme avec notre chargé de mission. Donc on est 2 avec Émilie à faire ce travail-là. Il y a tout d'abord cette coordination animation qui est soit en interne avec donc le conseil régional, en fait les autres directions opérationnelles, mais aussi en externe avec le partenariat. Car qui dit gestion de fonds européens dit aussi mise en place d'un système de comitologie et un partenariat obligatoire pour permettre en fait une gestion la plus inclusive et la plus transparente possible des fonds européens. Ensuite, il y a le volet, je vous ai dit, appui expertise technique, c'est-à-dire un appui sur plusieurs domaines très différents d'ailleurs. Par exemple, la prise en compte des demandes qui sont faites par les partenaires, voire pour les élus, afin de proposer, par exemple, des arbitrages, donc pour faire des propositions d'arbitrage, mais aussi dans la production, par exemple, de notes à l'aide des décisions politiques, encore dans l'identification des lignes de partage entre les différents fonds et les différents programmes européens, mais aussi dans l'analyse des règlements européens, dans l'identification des besoins de financement, voire aussi des éventuelles concurrences ou complémentarités entre différentes sources de financement, et aussi dans la veille juridique, en fait, au niveau européen et national. Et finalement, il y a un 3e volet, je vous ai dit, de communication très important, mais aussi de relais avec la Commission européenne, mais aussi les instances nationales comme l'Agence nationale pour de la cohésion des territoires ou le réseau Région de France, mais aussi la participation aux séminaires, aujourd'hui plutôt des webinaires au niveau européen. Donc, vous voyez, il y a quand même c'est un métier très riche et qui implique de bien comprendre les politiques européennes pour les traduire au niveau régional et aussi territorial de façon plus générale. Séverine Julan, là, Andrea nous a un peu expliqué les fonds européens, vous aussi tout à l'heure. Et pour vous, il existe 3 grands corps de métiers? Oui, qui sont en phase avec ce que Andrea vient de décrire. Les métiers opérationnels, donc ce qu'on va appeler chez nous de l'instruction, donc ceux qui sont à la manœuvre, qui reçoivent les dossiers, qui les préparent, qui les préparent à la sélection, qui accompagnent les porteurs de projets à finaliser leur demande de subvention. Ce sont ceux qui souvent sont sur le terrain avec les porteurs de projets, que ce soit en amont des projets ou voire même lorsque les projets sont réalisés. Donc là, c'est vraiment la cheville ouvrière. C'est le volet opérationnel de ces programmes. Vous avez un 2e volet qui est le volet pilotage
appui et gestion. Donc là aussi, ça va être pour moi le poumon, donc ceux qui sont en back-office. Comme ça a été décrit précédemment, donc ils sont en lien avec les partenaires institutionnels européens qui sont les garants du respect du réglementaire. Sur ce qu'on met en œuvre, donc vraiment des métiers gestion de programme avec des métiers suivis comme l'évaluation des programmes qui est absolument importante et nécessaire. Et à côté de cela, on peut parler d'un troisième volet qui est celui de l'animation et de la communication, puisque c'est très important pour la Commission européenne de savoir que le citoyen qui est le bénéficiaire final, finalement de ces crédits européens, est informé de l'intervention de l'Union européenne sur son territoire. Donc, on est vraiment sur 3 grands axes dans lesquels vous allez retrouver différents métiers. Voilà. Donc, 3 grands axes de métiers. Et d'ailleurs, vous dites qu'il y a une diversité des métiers. La preuve aussi avec vous, Andrea, parce que vous travaillez donc pour la préparation des programmes européens post-2020. Et puis aussi, vous préparez le programme Interreg France-Suisse 2021-2027. Il s'agit d'un fonds européen. Pourtant, la Suisse n'est pas un pays membre, c'est un pays tiers. C'est quoi la différence entre la rédaction finalement d'un programme Interreg, d'un programme de coopération européenne, d'un programme régional? Alors, disons que les deux en fait exercices de rédaction, ils se rassemblent beaucoup, mais c'est vrai qu'ils présentent quand même des challenges, des défis propres en fait à chaque programme, même à chaque territoire de coopération, je pourrais dire. Cependant, il faut dire que la grande différence pour moi entre l'écriture des programmes régionaux et l'écriture des programmes Interreg, c'est surtout de façon générale la langue de travail. Car les programmes régionaux, ils sont bien sûr les programmes régionaux français sont rédigés en français. Mais ce n'est pas le cas pour les programmes de coopération. Or, disons que le grand avantage qu'on a avec Interreg France-Suisse, c'est que nous partageons en fait une langue commune, qui est le français. Donc, le programme est rédigé en français, et aussi la langue de travail des instances du programme est le français. Mais ce n'est pas le cas pour tous les programmes Interreg. Par exemple, Claire mentionnait tout à l'heure le programme de coopération, par exemple, France-Espagne, mais aussi les programmes Interreg Caraïbes qui mentionnait Séverine. En général, quand on parle de programmes Interreg transnationaux avec plusieurs pays, mais évidemment, la langue de travail, c'est plutôt l'anglais. C'est plus facile pour tout le monde. Cela dit, j'ai envie de dire aussi que peut-être ce côté un peu international, c'est qui rend les programmes Interreg un peu plus connus du grand public et des étudiants en particulier. Donc, mon conseil pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez vous lancer en fait dans la gestion des programmes Interreg, donc de coopération territoriale européenne, il faut maîtriser l'anglais, c'est important. Parce que, comme en fait Séverine disait tout à l'heure, même sur un programme comme Interreg France-Suisse, où la langue est le français, moi je travaille souvent sur des tests en anglais. Donc, en ligne générale, on pourrait dire que pour ce qui concerne la gestion des programmes régionaux, il y a beaucoup de littérature qui est disponible en français. C'est un peu moins le cas pour ce qui concerne les programmes Interreg, même s'il faut, c'est vrai, souligner, saluer l'effort de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui essaie de mettre à disposition des autorités de gestion françaises beaucoup de documents en français à ce sujet. Enfin, je dirais qu'il y a une autre différence qui est propre au programme Interreg France-Suisse, et vous l'avez relevé dans votre question, Géraldine, c'est-à-dire le fait que la Suisse n'est pas un pays membre de l'Union européenne. Je dirais que cela comporte la conséquence, c'est qu'il faut quand même mettre un effort pédagogique un peu plus important pour expliquer le fonctionnement de la gestion des fonds européens aux partenaires suisses. Mais in fine, je dirais que c'est quand même plus enrichissant parce que ça demande quand même de s'interroger quotidiennement sur la gestion des fonds, sur comment sont gérés. Et donc, c'est plutôt une différence enrichissante. Voilà. Avant de passer aux questions du public, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions à Andrea, à Claire ou à Séverine. Ils se feront un plaisir. Tout à l'heure, il y aura un temps d'échange avec eux. Claire Delmas, on a bien compris, donc il fallait notamment parler anglais, il fallait être à l'écoute. Ce sont des métiers de terrain. Et est-ce que ce sont des métiers d'avenir, travailler pour l'Europe? Vous, actuellement, vous êtes chargé de mission et accompagnez les porteurs de projets, mais est-ce que demain, vous pouvez évoluer toujours pour travailler pour l'Europe?
Alors, ce sont des métiers où généralement il y a un turnover important. Il existe des perspectives et des offres d'emploi. Les métiers dans les fonds européens, ils sont très ouverts et très riches de par leur diversité. Donc, pour parler de mon expérience, moi, je suis ingénieure en traitement de l'eau. Demain, je peux retourner dans le privé, dans le public, exercer mon métier de base. Et en fait, ces connaissances sur l'Europe, elles me serviront toujours. Connaître ces outils financiers, c'est très important. Et de toute façon, on va toujours aller chercher des sources de financement pour n'importe quel projet. Donc, connaître, maîtriser ces financements-là, c'est toujours un plus, en fait. Ce sont des métiers aussi d'avenir. Vous êtes d'accord, Andrea Perelli, que vous, votre expérience que vous avez pu faire en tant qu'Italien avec ces deux programmes, un programme de coopération Interreg et puis le programme de fonds européens post-2020, là aussi, ça vous servira toujours. Il y aura de nouvelles opportunités que vous travaillez au sein du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Oui, disons que c'est un métier très attractif. Déjà, vous l'avez dit, en fait, dans les autorités de gestion, il a un grand éventail de métiers différents liés en fait à la gestion des fonds européens. Donc, dans une perspective d'évolution de carrière, déjà le fait de pouvoir travailler dans une autorité de gestion ouvre les portes en fait à beaucoup de métiers très différents dans les fonds européens. Et aussi, c'est un métier attractif pour moi parce qu'il y a quand même un côté international et une dimension européenne, bien sûr, surtout sur certains postes qui donnent l'opportunité de travailler en partenariat avec d'autres pays, voire en fait même d'échanger avec des partenaires d'autres pays ou de voyager quand ça sera encore possible à nouveau. Et il y a aussi un aspect mobilité, le fait que finalement on peut travailler n'importe où en France, c'est un peu l'objet de ces webinaires, mais je dirais on peut travailler n'importe où dans les territoires européens, gérer des fonds européens en tant qu'Italien en France, mais en tant que Français en Allemagne ou au Portugal par exemple. Et je dirais il y a aussi un aspect relationnel, et ça dépend là aussi du type de poste sur lequel on travaille, mais par exemple, sur les types de postes de coordination d'animation, il a en fait la possibilité d'avoir un contact, de travailler avec une pluralité d'acteurs au sein du conseil régional même, mais aussi à l'extérieur avec les porteurs de projets, les cofinanceurs, les partenaires. Et ça permet donc de travailler à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national et au niveau européen. Et je pense que ça, c'est vraiment une plus-value par rapport à d'autres types de métiers. L'attractivité aussi pour votre métier est un vrai plus selon vous, Séverine Julan? Oui, tout à fait. Nous sommes une région ultra-périphérique de l'Europe, donc nous sommes situés à plus de 7000 kilomètres du territoire de l'Union. Et effectivement, cette perspective de travailler en réseau avec d'autres pays, ça nous ouvre le champ des possibles. Donc c'est vraiment très intéressant. En plus, à l'échelle de nos collectivités, en tout cas de la région Guadeloupe, c'est assez récent la gestion des fonds européens par la région, et donc ce sont aussi des nouveaux métiers qui ont été créés au sein de l'administration. Donc là aussi, ça a été une belle opportunité et ça reste encore une opportunité pour des collègues ou des nouveaux de se positionner sur des métiers qui vous permettent d'acquérir une expertise. Et là, je partage tout à fait que vous pouvez utiliser ailleurs, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment ambitionner d'avoir une carrière, pas seulement chez vous, mais voilà, avec les réseaux, les liens que vous tissez, que ce soit avec le national ou l'international, voilà, ça vous ouvre le champ des possibles. Le champ des possibles est bien ouvert. Merci à tous les trois. On va passer donc aux questions des internautes et elles sont nombreuses. D'abord à vous, Séverine. Vous êtes donc agent régional relevant de la fonction publique territoriale. Est-ce bien cela ou pas? Et existe-t-il des passerelles pour intégrer la fonction publique européenne depuis un poste au sein d'une AG? Alors oui, donc en fait effectivement je suis fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Mais j'ai été recrutée tout d'abord comme contractuelle. Ensuite, j'ai passé les concours. Donc en fait, voilà, donc on peut accéder soit par le biais de concours de la fonction publique territoriale ou encore sur ces métiers qui demandent une véritable expertise. Souvent, nous passons par des recrutements de contractuels qui, s'ils le souhaitent, peuvent intégrer la fonction publique par le biais des différents concours.
La passerelle avec les métiers des institutions européennes, bon, c'est encore la voie de concours qui vous permet d'accéder à des postes de fonctionnaires, que ce soit au sein de la Commission ou d'autres institutions européennes. Mais il existe aussi des positionnements, des passerelles avec la Commission où on peut être nommé en tant qu'expert national au sein des institutions. Et là, sur les différents sites de la Commission, on peut avoir des informations sur les institutions qui cherchent à recruter des experts nationaux au sein de leurs différentes directions générales. D'accord, c'est le site de la Commission donc, sur lequel les internautes doivent aller voir pour trouver différents postes. D'accord. C'est ça. Est-ce que, Claire, par exemple, justement, il y a une question aussi pour vous. Vous avez souvent l'occasion d'aller sur le terrain, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Les internautes le demandent, justement, quels sont les projets que vous avez découverts et qui ont été financés donc, par les fonds européens que vous gérez en partie? Oui, effectivement, j'assure le suivi, la mise en œuvre des opérations retenues. Donc, bon, il faut savoir que moi, à mon niveau, c'est de l'accompagnement de porteurs de projets. Le service instructeur, c'est la région de ces fonds-là, des FESI. Et du coup, pour citer des exemples de projets, ça a été sur notre territoire le déploiement du très haut débit sur tout le département, la rénovation énergétique des collèges, le magasin de vente à la ferme de Monsieur X, qui est agriculteur, qui a voulu diversifier son activité et qui a fait un petit magasin de vente à la ferme et qui a pu être financé par le FEADER, par exemple. Après, d'autres exemples, la sécurisation de digues. C'est vrai que chez nous, on est une région forte de fortes inondations, la sécurisation de digues. Voilà, quelques exemples de réalisations concrètes et qu'on va vérifier et qu'on suit sur le terrain également. Donc, en fait, vous rencontrez ces porteurs de projets. Une fois que c'est validé, une fois que vous voyez un intérêt, donc je dirais pour la région, vous validez et vous pouvez transmettre des fonds européens et après, vous allez voir la concrétisation de ces projets. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a vraiment au sein de votre métier différentes facettes, à la fois de l'opérationnel et puis aussi une période un peu de financière et administrative. C'est ça. En fait, c'est ce qui est intéressant. En fait, on n'est pas tout le temps dans de l'administratif, dans des dossiers. On va également au contact d'abord, un premier contact, on discute. Ensuite, on va chercher l'information, on se rapproche des financeurs, on les aide à monter leur dossier et après, voilà, on les suit jusqu'au bout. Est-ce que, Andrea, vous avez, vous aussi, comme Claire, des exemples à donner aux internautes sur justement des projets que vous avez pu financer, des visites de terrain que vous avez pu effectuer? Oui, et en fait, on a plein de projets. D'ailleurs, on va vous montrer tout à l'heure les sites web où les intéressés pourront trouver toutes les informations. Parce qu'en fait, c'est vrai que la communication, c'est une obligation dans les fonds européens. Communiquer sur les projets qui sont financés par les fonds européens. Du coup, il y a plein d'exemples. Et d'ailleurs, je rejoins aussi à ce que Séverine disait tout à l'heure sur la différence des métiers qu'on retrouve au sein, par exemple, d'une autorité de gestion. Parce que ça aussi, travailler sur la communication, c'est un métier. C'est un métier qui est sous les fonds européens. On a des chargés de mission communication. Comment, par exemple, on a des chargés de mission qui travaillent sur les évaluations, beaucoup d'évaluations, des chargés de mission qui travaillent sur le côté plutôt juridique, du coup, d'expertise réglementaire, ou sur le côté informatique, du coup, sur les systèmes d'information propres aux fonds européens. Mais aussi, il y a des métiers un peu plus transversaux qui, en fait, qui ont pour but plutôt le réseautage, voire la construction de partenariats et de coopération. Et toutes les régions, pratiquement, ont aussi un bureau à Bruxelles. Et souvent, c'est des agents de la région qui travaillent pour faire du lobby auprès des institutions européennes. Donc, il faut une expertise très approfondie sur un domaine pour pouvoir travailler comme vous le faites aujourd'hui et être après sur le terrain ou c'est assez varié? C'est assez varié, ça dépend vraiment du métier, du type de poste en fait. Comme je vous ai dit, il y a énormément de postes différents. D'ailleurs, il y a des postes sur lesquels, par exemple, voilà, encore une fois, maîtriser l'anglais est vraiment important. D'autres, un peu moins. Par exemple, quand on est instructeur et on travaille sur une thématique très spécifique,
les instructeurs pour travailler sur des thématiques de façon transversale, c'est vraiment eux qui font vivre les programmes en fait sur le territoire parce qu'ils accompagnent en fait les porteurs de projets, ils font aussi de l'animation et parfois en fait ils peuvent assurer des projets sur une thématique transversale, par exemple territoriale, mais aussi sur des thématiques très spécifiques comme par exemple la transition écologique et énergétique ou l'aide aux entreprises. Donc vous voyez c'est très important. Je pense que la curiosité, c'est très important qu'on travaille dans les fonds européens parce que si on est curieux, on va terminer pour adorer en fait ce métier parce qu'il y a un grand éventail de politiques publiques qui sont concernées, qui vont de la pêche à l'agriculture, mais aussi de l'inclusion sociale à la formation des demandeurs d'emploi, de l'innovation et la recherche à l'aide au développement économique ou encore de la coopération en fait territoriale européenne ou au plan de stratégie macro-régionale. Vous voyez. La curiosité, c'est aussi ce qu'a dit tout à l'heure Claire Delmas et Séverine Julan. Séverine Julan, est-ce que vous avez, outre cet exemple tout à l'heure de problèmes sismiques sur lesquels vous avez pu résoudre grâce aux fonds européens, est-ce que vous avez d'autres exemples de terrain et de projets financés via les fonds européens pour la Guadeloupe? Alors, on en a beaucoup, effectivement, je rejoins, ça va du gros projet structurant au plus petit projet que vous allez retrouver en milieu rural. Nous avons en Guadeloupe un grand programme de rénovation du réseau d'eau potable qui fait plusieurs millions d'euros, qui a été financé sur près de 60 millions d'euros sur cette programmation 2014-2020. Et donc là, ce sont des milliers de Guadeloupéens qui bénéficient des retombées de l'accompagnement de ce projet. On accompagne des entreprises, des petites PME comme des grandes, ce qui leur permet de recruter, puisque vous savez, sur nos territoires, la question de l'emploi et notamment le chômage des jeunes est une question prégnante. Donc, ça permet aux entreprises de pouvoir se structurer et de pouvoir derrière recruter des jeunes. Nous avons financé sur cette programmation aussi le premier 5 étoiles de Guadeloupe, en sachant que nous sommes voilà une île qui est vraiment à vocation touristique. Donc, nous avons pu financer le premier hôtel 5 étoiles et ça a eu énormément de retombées, notamment effectivement sur l'emploi. Sur le territoire. Nous avons financé aussi récemment une petite crèche en milieu rural. Donc, vous voyez, ce sont des projets qui sont divers et variés. Un projet aussi structurant très, très important aussi pour les citoyens guadeloupéens. Donc, c'est le financement d'un câble sous-marin qui nous a permis d'emmener le haut débit en Guadeloupe. Donc là aussi, avec des retombées non seulement sur le citoyen lambda, mais aussi sur les entreprises, les acteurs, puisque vous savez, le numérique est un pendant important aujourd'hui dans nos sociétés. Donc voilà, beaucoup d'actions sur lesquelles nous prenons toujours plaisir accompagner les porteurs de projets, qu'ils soient de grandes entreprises, des PME ou des toutes petites PME ou des auto-entrepreneurs. Sur le FEAMP, nous accompagnons des pêcheurs à structurer leurs entreprises de pêche. Donc voilà, c'est des projets multiples et variés sur lesquels ceux qui sont à la manœuvre passent forcément par le terrain. On comprend du coup pourquoi il faut cette curiosité, puisqu'il faut aujourd'hui d'un dossier à l'autre. J'imagine que c'est ça qui est aussi très stimulant pour vous. Est-ce que, Séverine, outre le fait d'avoir donc un intérêt communautaire et savoir gérer un budget, est-ce qu'il faut forcément se spécialiser sur un domaine en particulier? Par exemple, Claire Delmas, tout à l'heure dans sa présentation, je disais que vous étiez Bac+5 en ingénieur pour le traitement de l'eau. Est-ce que donc il faut avoir un intérêt communautaire et savoir gérer un budget et est-ce qu'il faut forcément se spécialiser? Alors, je dirais pas qu'il faut spécialement se spécialiser, mais avoir cette spécialisation, cette expertise est un plus, forcément, puisque vous avez des thématiques comme celle de l'eau, qui est une thématique qui est fortement soutenue par l'Union européenne. Donc, effectivement, un ingénieur eau
voilà, aura tendance à être plus en phase avec des projets qui vont lui être présentés. Donc ça, c'est un plus au départ. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec le temps, on se spécialise. Moi, je ne connaissais rien aux questions de la pêche. Depuis que je travaille sur le fond, le FEAMP, ben voilà, j'ai compris comment ça fonctionnait, le quotidien d'un pêcheur, etc. Donc en fait, pareil pour quand on commence à aborder les questions du FEADER. Je ne suis pas ingénieure agronome, mais depuis 4 ans que je travaille sur ces questions-là. Ben ça vous permet pas de spécialiser comme le serait un ingénieur agronome, mais en tout cas de comprendre cette thématique et comment est-ce qu'elle se met en place sur le territoire. Donc forcément avec le temps, la curiosité, on acquiert cette compétence forcément, cette expertise forcément. Claire Delmas, vous aussi, vous partagez le point de vue de Séverine Julan. Certes, c'est un plus, votre formation, mais ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Séverine. Les programmes de financement, ils sont multithématiques. Donc, c'est vrai qu'après, quand on est spécialisé dans un domaine, moi, j'avoue, je suis plus à l'aise quand je vais monter un dossier de financement pour une centrale hydroélectrique ou pour une stabilisation de digue. Mais après, pour les autres thématiques, maintenant, je suis également à l'aise. Donc, on apprend sur le tas. Vous, Andrea, vous avez appris aussi sur le tas, comme vient de le dire Claire Delmas aussi. L'expertise, c'est un plus, mais il faut surtout être bilingue, avoir une appétence pour l'Europe, être à l'écoute, être curieux. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut être surtout patient. La patience, c'est très important. Car souvent, en fait, on fait aussi un travail de fourmi, il faut le souligner. Par exemple, quand il faut trouver l'articulation entre les différents fonds, les différentes sources de financement. Mais je dis aussi patient parce que souvent, les temps européens sont assez longs. Ça peut arriver, travailler pendant des années sous une proposition de règlement. Donc c'est vrai, je trouve que le fait de ne pas être spécialisé, c'est pas une entrave, en fait, d'accéder à ce métier. Parce que souvent, d'ailleurs, qui fait un parcours d'études européen, il a un parcours généraliste qui connaît le fonctionnement des institutions, des politiques européennes. Il n'est pas spécialisé dans chaque politique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un grand éventail. Pratiquement toutes les politiques publiques sont concernées par les fonds européens. Et on ne peut pas être spécialisé dans l'agriculture, dans la pêche en même temps, ou dans la transition écologique, le développement économique. Donc, ça s'apprend, en fait. Ça s'apprend avec patience et avec curiosité. Il n'y a pas forcément, voilà, c'est ça. Ça s'apprend, il faut être curieux. Et puis, il y a différentes passerelles. Et ce sont surtout des métiers d'avenir. Il y a de réelles opportunités. Claire Delmas, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, justement, le fait que ce soit des métiers où il y a beaucoup de turnover. Et justement, là, les programmes vont être votés pour 2021-2027. Est-ce que ça va permettre d'ouvrir de nouvelles fiches de poste et donc de créer des opportunités professionnelles? Oui, bien sûr, cette période de transition là, entre les programmes 2014-2020 qui sont en train de se clôturer et les programmes 2021-2027 qui vont bientôt sortir, forcément, ça crée de l'emploi, ça crée de la demande. Que ce soit sur les territoires avec de nouveaux territoires de projets qui vont se constituer pour gérer de petites enveloppes territoriales, que je pense au niveau des régions où vous êtes instructeur et là aussi vous aurez besoin peut-être de plus de monde pour ces nouveaux programmes. Et comment faire pour postuler justement, savoir tous ces postes qui vont s'ouvrir dans les prochaines semaines, prochains mois? Moi, je dirais qu'il faut checker Emploi public et la Gazette des communes. Ceux dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Séverine Julan, vous aussi, sur votre territoire en Guadeloupe, il va y avoir de nouvelles opportunités. Ce sont des métiers d'avenir de travailler pour l'Europe. Exactement. Nous aurons de nouvelles opportunités, notamment au regard de nouvelles obligations réglementaires qu'auront les autorités de gestion pour ces programmes 2021-2027. Et donc, les sites que vient de citer Claire sont aussi valables pour nous. Vous avez le site aussi du Conseil régional de Guadeloupe qui publie les offres disponibles. Voilà, donc et sur les métiers existants, nous avons besoin d'étoffer les équipes.
puisque voilà, il y a un fort, effectivement, il y a du turnover, mais aussi au quotidien, nous identifions des besoins sur certaines missions, et donc c'est quasiment tout au long de l'année que des offres paraissent sur ces questions européennes. Et c'est des offres qui sont destinées à des personnes ayant au moins une licence ou un master, ou une licence suffit? Au moins une licence ou un master. C'est voilà. Ça dépend au moins la licence, on peut dire, ça dépend des profils, ça dépend de l'expérience aussi. Parce que vous avez des personnes qui n'ont pas forcément la licence, mais qui auront un certain nombre d'années de pratique en tant que gestionnaire. Voilà, donc ça dépendra aussi du profil et de l'expérience du candidat. Donc il ne faut pas hésiter à postuler en tout cas. Du coup, quelle est la place des consultants privés, vous, par exemple, Séverine, qui venez de prendre la parole? Alors, les consultants privés accompagnent beaucoup des porteurs de projets à monter justement leur demande de financement public, notamment les demandes de financement européennes. Donc, en fait, on n'a pas de partenariat clairement établi, mais on travaille, enfin, beaucoup de nos porteurs de projets se font accompagner. Parfois, les consultants entrent en contact avec nos équipes. Voilà, je dirais pas qu'il y a un partenariat établi, quelque chose d'institutionnel, mais de manière informelle, la relation se crée. Forcément, nous sommes sur un petit territoire, donc en fait, il y a quelques consultants privés qui finissent par développer une expertise et qui accompagnent les porteurs de projets. Et nous, on n'y voit pas forcément d'inconvénients. Au contraire, c'est un plus pour le territoire. Andrea Perilli, quelle est la place pour vous des consultants privés? En fait, les consultants privés, ils accompagnent beaucoup aussi les autorités de gestion, par exemple dans les évaluations, dans les différentes évaluations des programmes. Il y a beaucoup d'évaluations différentes qui peuvent être plurifonds ou par fonds ou par thématique. Et les consultants nous accompagnent, par exemple, dans les évaluations ex-ante pour la mise en place d'instruments financiers ou dans l'évaluation stratégique environnementale, qui est une obligation aussi réglementaire. Et ou même dans la mise en place du système de suivi des indicateurs pour maîtriser en fait les objectifs du programme à moyen et à long terme. Donc, je dirais que en fait, comme dans le public, on a beaucoup de postes des fonds européens, dans les autorités de gestion, mais aussi dans les organismes intermédiaires, dans les ministères, dans les universités. Aussi, dans le privé, il y a beaucoup d'opportunités au sein des cabinets de conseil, au sein des lobbies, ou en tant que porteur de projet. Donc, vous voyez, pour moi, une fois qu'on a acquis cette expertise des fonds européens, on a une carte de visite qui est très importante, qui on pourrait vendre derrière pour avoir une évolution de carrière dans le public, dans le privé. Donc, il faut oser, voilà, il faut oser. Ça, c'est le conseil que je peux donner aux participants, oser. Parce que voilà, travailler pour l'Europe, c'est pas que travailler à Bruxelles ou Luxembourg, c'est travailler dans les territoires français, mais même pour qui a envie, et c'est mon cas spécifique qui le démontre, travailler dans d'autres pays, de gérer des fonds européens en Allemagne ou gérer des fonds européens en France. Je connais personnellement d'autres personnes qui ne sont pas ressortissants françaises et qui travaillent dans les autorités de gestion françaises, comme des ressortissants espagnols qui travaillent pour les autorités de gestion italiennes. Donc, osez et bonne chance. Donc, c'est des postes très cosmopolites. Merci pour ce bon conseil, comme quoi il faut oser. Claire Delmas, dernière chose, encore vous, quelle est la place donc des consultants privés au sein du département des Pyrénées-Orientales? Eh bien, j'ai envie de dire, les consultants, ils pourraient apporter un peu le travail que je fais aujourd'hui, l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, c'est vrai que nous, sur notre territoire, ça a été un choix politique de mettre les moyens de créer cette cellule Europe. Donc du coup, ce qui fait que nous, on est là pour ça, mais sur d'autres territoires où ils n'ont pas de direction Europe, de cellule Europe comme nous, ils ont tout à fait leur place et ils sont là pour accompagner les porteurs de projets.
Donc, ils sont bien présents. Merci à tous les trois. Merci Claire Delmas, merci Séverine Julan, merci Andrea Perelli d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir présenté les différentes carrières européennes. Il faut donc oser, c'est ça. Il faut aussi être très curieux, être à l'écoute, aller sur le terrain. Ce sont donc des métiers d'avenir. Ce sont des métiers qui offrent de nombreuses opportunités professionnelles très riches, très variées. Vous serez en lien avec des porteurs de projets, des acteurs très différents et c'est ça qui compte. Merci à tous de nous avoir suivis et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur la web TV Europe-en-France-tv.fr. Vous retrouverez 2 autres webinaires consacrés là aussi aux carrières européennes. Pas forcément, on n'est pas obligé d'être forcément donc à Bruxelles ou à Paris ou à Strasbourg pour pouvoir travailler pour l'Europe. On peut donc être en Bourgogne-Franche-Comté, également dans les Pyrénées-Orientales ou en Guadeloupe ou à Lille, à Marseille. Enfin bref, on peut mener donc des carrières au sein des territoires, des carrières européennes très riches. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir.